à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Agora News Expérience Client. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Shams Ejawani. Bonjour Shams. Bonjour. Directeur marketing Europe du Sud chez Zendesk. Pour rappel, Zendesk est donc une plateforme CRM omnicanal. Et aujourd'hui, il sera question de benchmark annuel, de benchmark post-Covid. Et puis ensuite, avec Shams, nous rentrerons plus dans le détail du retail, de la banque et puis de grands acteurs internationaux pour voir comment ça s'est passé au niveau de leurs relations clients. Shams, peut-être un petit mot pour contextualiser un peu votre étude chez Zendesk. Effectivement, en fait, on réalise tous les ans une étude qui s'appelle les 5 tendances de l'expérience client qui est réalisée en début d'année. Donc là, on est en 2020, donc c'est une étude qui a été réalisée en 2019 auprès de 45 000 clients Zendesk payants dans le monde. La particularité de cette année, c'est qu'on a élargi aussi le scope vers d'autres départements. Comme on va le voir par la suite sur les différentes tendances. Donc on a pris l'avis, il y a une partie quantitative qui a été les 45 000 et la partie qualitative auprès de clients qu'on a interrogés un peu plus longuement, des responsables commerciaux, des responsables de l'expérience client aussi et des agents. Donc voilà, pour faire un peu un 360, prendre le retour de tout le monde pour pouvoir nourrir cette étude-là. Panel mondial. C'est un panel mondial, oui. Comme on l'a vu dans la slide précédente, on interroge des clients en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Afrique et aussi en Asie. Donc vraiment pour avoir les tendances qui émergent et comment on fait leur suivi au fur et à mesure. D'ailleurs, justement, quelles sont les grandes tendances qui ont émergé cette année, en fait? C'est quoi les 5 grandes tendances? Alors, les 5 grandes tendances qui ont émergé cette année, c'est des tendances aussi qu'on a vues l'année dernière, en 2018. Donc, ils se sont confirmées cette année. Certaines se sont accélérées, bien évidemment. Je vais commencer par une qui me paraît essentielle, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'expérience client, c'est un sujet qui est au niveau des directions. Donc, c'est plus que les départements des services clients qui, on va dire, managent, mais c'est devenu un peu l'affaire de tous dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir les CDO, on va avoir les DAF, on va avoir l'IT, on va avoir les directeurs aussi, les DG, les DG qui ont pris ce sujet-là. Et en fait, comme on parle souvent du client au centre, j'ai envie de dire que l'expérience client est devenue au centre de l'entreprise et non pas dans un département. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est confirmé. Le deuxième point, c'est aussi, on a vu une évolution, on va dire, de la relation client. Je vais revenir un peu en arrière. On est passé du ticket, après on a parlé d'interaction. Aujourd'hui, on parle de conversation. Donc, on parlait des conversations, c'est comment garder on parle toujours d'expérience sans couture, comment avoir cette expérience sans couture et aussi répondre aux besoins de mes clients selon ce qu'ils attendent de moi. Est-ce que j'utilise les canaux qu'ils souhaitent? Est-ce que je réponds à certaines demandes d'une certaine manière? Peut-être qu'ils n'ont pas envie de me contacter, ils ont peut-être besoin de trouver l'information par eux-mêmes. Et donc, cette conversation-là, il faut qu'elle soit le plus fluide possible. Un sujet aussi qui est pas innocent et qu'on connaît, dont on parle depuis très longtemps, c'est la data. C'est comment je vais exploiter cette data-là, au lieu qu'elle soit en silo dans différents départements, comment faire cette data qu'elle puisse circuler dans les différentes entreprises, au sein de l'entreprise, dans les différents départements, pour qu'on puisse avoir un customer journey, voire même un prospect journey, donc à partir du moment où le prospect rentre en contact avec ma marque, comment je vais pouvoir le suivre jusqu'à ce qu'il devienne client et faire un suivi par la suite. L'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est un sujet phare. On parle souvent de chatbot. Il y a beaucoup d'utilisations possibles au sein du département de l'assistance client et de l'expérience client au global. C'est quelque chose qui s'est confirmé. Donc, parmi les tendances dont je parlais tout à l'heure, l'intelligence artificielle continue à être exploitée et on voit des augmentations d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la relation client. Et le dernier point, on revient toujours à l'humain. On en parlait de la direction en premier. Le dernier point, l'humain, c'est vraiment comment collaborer en interne. Et on avait élargi cette année, comme je vous ai dit auparavant, vers d'autres départements, les commerciaux. Comme vous le savez, Zendesk, c'est une plateforme CRM globale qui permet de aussi faire le suivi pour les commerciaux et justement avoir ce prospect/customer journey et faire circuler l'information, l'intégrer, qu'elle soit harmonisée et que tout le monde puisse collaborer en interne pour offrir la meilleure expérience. Donc, selon vous, l'idée, c'est peut-être d'avoir plus tard un directeur marketing/relation client.
Ça serait plutôt un directeur de la relation client augmentée, on va dire, ou de l'expérience client augmentée. Je vois, Et c'est justement une émergence qu'on voit aujourd'hui, c'est ces nouveaux jobs qui deviennent un peu... et l'expérience, on va parler plutôt d'expérience que d'expérience client, parce que l'expérience, c'est aussi une expérience pour les collaborateurs. Comment je vais offrir les bonnes informations en interne aux collaborateurs pour travailler. Là, on parle beaucoup d'externe, donc la relation avec le client, mais n'oublions pas que le client, c'est aussi les employés. ouais. Si on fait un peu un retour en arrière, on a tous été confinés du jour au lendemain. On pense aux agents qui avaient des habitudes de travail. Est-ce que je leur offre les informations dont ils ont besoin pour les mettre dans des situations, on va dire, confortables pour qu'ils puissent soutenir cette expérience client en externe, et aussi est-ce que je leur donne les bons outils? Est-ce qu'ils ont les bonnes formations? Est-ce qu'ils ont les bonnes connaissances pour pouvoir travailler à distance? On va le voir par la suite. Il y a une émergence de certains canaux. Comment ils ont switché leur façon de travailler? Donc tout ça est important. Et le client aussi, c'est l'employé, d'où l'importance de collaborer en interne, de pouvoir harmoniser et centraliser la donnée quelque part, à savoir une plateforme CRM comme Zendesk pour pouvoir justement trouver l'information assez facilement. Très bien, pour récapituler 5 grosses tendances qui sont en fait une confirmation Tout à fait. des tendances de l'année dernière. Si on aborde maintenant les tendances concernant le benchmark Covid, qu'est-ce que ça a impacté, le confinement, la crise sanitaire? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, du jour au lendemain, on nous a demandé de rester chez nous, de travailler de la maison pour ceux qui étaient en télétravail. Ça a eu des impacts, comme on le sait, sur pas mal de sujets, sur l'économie, sur les entreprises. Alors premièrement, la première grande tendance, c'est une explosion du nombre de tickets par rapport à l'année dernière. Donc déjà, cette tendance, elle s'est confirmée depuis janvier. Ce qu'on voit ici, la courbe en rouge, c'est le nombre de tickets en 2020 et la deuxième courbe, c'est le nombre de tickets, l'évolution des tickets en 2019. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une tendance qui s'était confirmée, c'était l'augmentation du nombre de tickets. Mais on a un décrochage depuis le confinement. Donc on voit là au milieu à peu près de la courbe, vers mi-mars, on a eu ce décrochage-là avec une augmentation du nombre de tickets qui a fluctué partout dans le monde. Je rappelle que tout à l'heure, on a parlé du benchmark qui permet de sortir les 5 tendances. Là, on a refait cette étude-là auprès de 25 000 clients pour justement, pareil, partout dans le monde, dans plusieurs secteurs d'activité différents pour voir un peu les tendances. Donc 5 grosses tendances de la relation client qui sont en fait une confirmation des années précédentes. Au niveau du benchmark confinement, c'est quoi les apprentissages? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, en termes de tendance? Alors, premièrement, une augmentation du nombre de tickets. Donc ça, c'est quelque chose cette tendance-là, on l'a vu depuis le début d'année. Depuis janvier, en fait, on a remarqué que le nombre de tickets avait augmenté un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est par rapport à l'année dernière. C'était la première remarque. Ça s'est accéléré depuis le confinement. Donc là, on finit, on va dire, à date aujourd'hui, vers la semaine de juillet. On est à plus 19% de tickets supplémentaires et de demandes supplémentaires qui arrivent dans les différents services clients par rapport à l'année dernière. Comment vous l'expliquez, justement cette croissance du nombre de tickets? Clairement, la croissance, elle s'est faite déjà, c'est un phénomène naturel. Donc, il y avait des réservations peut-être qui étaient faites. On peut voir sous plusieurs angles. On pense par exemple au tourisme qui a pris un coup pendant ces derniers mois. Clairement, je pense qu'on avait tous réservé ou pas, ou on était en pré-réservation de nos vacances d'été. Donc du coup, il y a peut-être un peu un stress qui s'est créé. Donc les clients vont se rapprocher de leurs fournisseurs ou des marques auprès desquelles ils ont fait ces réservations-là pour savoir quelles sont les demandes de remboursement, est-ce que les vols sont maintenus, etc. etc. Donc ça, c'est une des raisons. On a vu aussi l'émergence de nouveaux business. Donc, typiquement, si on prend dans le food retail, des entreprises comme Instacart, ou des entreprises comme épicerie.com qui ont vu une explosion du nombre de demandes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus sortir de chez soi. On préfère faire c'est un peu le Deliveroo pour les courses, pour pouvoir... et donc, on a ces business-là qui ont aussi augmenté. En parlant
on va dire, d'épicerie, le food retail au global. Il y a eu des nouveaux usages, de nouveaux comportements de consommateurs. Donc ça a aussi généré des pics, on va dire, de demande. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais l'habitude de faire mes courses dans le magasin du coin ou aller en grande surface. Bon, voilà, il y a toutes les normes de sécurité, distanciation sociale. J'ai pas forcément envie d'aller me balader dans les rayons. Je fais soit des courses à domicile, soit je suis livré, soit c'est du click and collect, soit c'est du drive. Et donc tous ces nouveaux usages, peut-être qu'on a eu des clients, des consommateurs qui n'avaient pas l'habitude d'aller au drive, moi le premier, et ça peut potentiellement faire poser des questions ou lever certains doutes. Ouais, de toute façon, dès que le client sort de on va dire de sa zone de confort, il est amené à avoir besoin de support ou d'accompagnement, tout Tout simplement. à fait. Donc il y a ça, et je pense que c'est aussi humain. Hein, on a besoin d'être rassuré, Ouais, bien sûr. que ça soit pour une commande, qu'importe en fait. Et la première chose qu'on fait, c'est on essaie de contacter le service client. Donc en fait, c'est un peu une tendance. Et je pense aussi que c'est lié à un peu ce qu'on a vu des tendances dont on a parlé tout à l'heure. C'est que l'expérience client devient un peu quelque chose d'important. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut mesurer ce que certaines boîtes ne mesuraient pas auparavant, à savoir, et là se pose la question de l'importance de la data et des KPI qu'on va mesurer. Pourquoi? Parce que on a plein de clients qui sont passés du mail aujourd'hui à une plateforme de support. Donc le mail, on pouvait peut-être compter, c'était dans un tableau Excel, ça c'est des données qu'on ne pouvait pas forcément remonter. Ouais. Aujourd'hui, cette évolution, cette digitalisation aussi de l'expérience client, et on va dire, c'est aussi le côté scale. Donc on utilise une plateforme qui est unique, qui me permet de centraliser tous mes points de contact, permet de mieux mesurer et donne aussi la possibilité aux différents managers de mieux traquer, d'analyser les résultats, et ça explique... D'agréger de la data qui n'était pas obligatoirement agrégée au départ. Tout à fait, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. C'est la question que se posent parfois certains responsables et certains managers. C'est, j'ai 2-3 outils, est-ce que je continue à avoir 3 outils? Parfois, on veut avoir 3 outils parce qu'on se dit, bon, là, j'ai réussi à avoir une négociation tarifaire sur les licences, et en fait, on fait la somme. Bon, effectivement, ça peut potentiellement être un peu moins cher qu'une autre solution, mais on perd beaucoup en qualité de travail, on perd en productivité, on perd aussi en reporting. Parce que typiquement, si je dois agréger, si j'ai 3 canaux et je dois agréger les informations de 3 canaux, c'est aussi des heures de travail qu'il faut savoir monétiser par la suite, et pour libérer du temps, soit pour les agents ou pour les managers. Donc un nombre de tickets qui explose, plus 19% selon votre étude. D'autres chiffres à relever par rapport au surtout d'autres usages, on va dire, et d'autres chiffres. Là c'était les chiffres internationaux. Si on parle des chiffres au niveau européen, clairement, on a encore cette augmentation de 12% en moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est un peu partout dans tous les pays. En France, on est à plus 15%, plus 25% en Allemagne, et 4% dans les Pays-Bas. Peut-être une des explications, c'est peut-être la politique des différents gouvernements par rapport au confinement. On sait très bien que les Hollandais avaient beaucoup plus de largesse que les Français ou les Italiens, on va dire. Et peut-être qu'on le ressent de cette manière-là dans l'augmentation du nombre de tickets. On se rend compte que le client, comme on parle beaucoup d'humain depuis tout à l'heure, a aussi des besoins et interagit autrement dans sa vie personnelle. Le conversationnel, très important, explosion de WhatsApp et du chat. Et pourquoi en fait on s'est tourné aussi vers ces canaux-là? Pour la simple raison, c'est que on en parlait tout à l'heure des agents, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés confinés. Est-ce qu'ils ont les mêmes conditions de travail? Est-ce qu'ils peuvent utiliser les mêmes outils? On va être clair, hein, certains annonceurs ont carrément, on va dire, arrêté la téléphonie. Le canal téléphonie, ils ont coupé pour déplacer, on va dire, les demandes entrantes vers d'autres canaux comme le chat ou WhatsApp. Je vois aussi que la deuxième grosse tendance, c'est le self-service. Il était aussi important que les clients puissent avoir accès à cette information 24/7, d'où l'automatisation et le self-service. Et là, on le voit clairement. Hein, quand on parlait tout à l'heure de l'alimentaire et du food retail, on a des gros pics pendant la deuxième quinzaine de mars. Elles sont vraiment liées à ça. Je vais chercher l'information. C'est soit de l'information par rapport peut-être au magasin, aux disponibilités de certains produits, des questions. Est-ce que le drive est ouvert? Pourquoi le magasin est fermé? Et en fait, les réponses qu'on va automatiser grâce au self-service vont baisser un peu aussi la pression sur les services clients et sur les agents qui y répondent, et aussi leur dégager du temps pour peut-être passer un peu plus de temps avec les clients,
gérer plusieurs conversations en même temps. Et bien évidemment, l'objectif final, c'est assurer cette loyauté-là pour que les clients ne churnent pas vers d'autres entreprises. On va rentrer dans une approche peut-être plus sectorielle. Je crois savoir que Carrefour fait partie de vos clients et que vous avez un cas assez justement évocateur à nous montrer par rapport à la gestion des canaux durant le Covid. Donc Carrefour Belgique, quand ils ont vu une émergence de nouveaux canaux, et on va prendre un qui est phare, qui est le WhatsApp. Donc c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, en fait, c'est l'évolution on va dire du volume de tickets et aussi la disparité, le dispatch par canal de cette évolution-là. Et on voit clairement, ils ont eu plus 73% sur le mois de mars de l'utilisation du canal WhatsApp. Carrefour a été aussi, on va dire, visionnaire parce qu'en fait, l'implémentation ne s'est pas faite en mars. C'est des choses qu'ils avaient déjà commencé à voir en tendance depuis quelques trimestres en arrière. Et ce qui est vraiment intéressant à garder en tête ici, c'est que le jour où, du jour au lendemain, on s'est retrouvé confinés, eux, ils l'ont vécu. Ils ont vécu, on va dire, ce shift des clients de, on va dire, la téléphonie et aussi du chat vers WhatsApp. Et ils étaient prêts parce que c'était déjà implémenté et c'était comment gérer, on va dire, les demandes et l'augmentation des demandes. Il y a beaucoup de learning à aller voir du côté de Carrefour Belgique et comment ils ont utilisé. En fait, il y a eu deux choses importantes qui sont arrivées par WhatsApp. Soit c'était des plaintes par rapport à des retards de livraison, des choses comme ça, ou c'était des questions. Donc, et la partie question, elle a représenté une part assez importante. Et c'est là où on voit l'importance de l'omnicanal. Ouais. Clairement, on peut avoir plusieurs cas d'usage. Parfois, les différentes marques se posent la question, est-ce que j'active du chat? Pourquoi? Qui va le gérer? Comment il va être géré? Je pense que c'est des questions aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit. Les clients ne se posent plus la question très longtemps. J'ai besoin d'être agile, de valoriser ce que je fais rapidement pour m'adapter à la situation, parce que les conséquences peuvent être de la perte de chiffre d'affaires et bien évidemment de la perte de clients. Pourquoi? Parce que les clients, si je n'arrive pas à lui répondre de la meilleure manière, juste je veux rappeler un point qui est important aujourd'hui, c'est que notre étude montre que le deuxième point le plus important qui fait de la fidélisation et de la loyauté du client, c'est l'expérience client juste après le prix. Donc le prix n'est plus un élément différenciant, sauf sur des produits assez spécifiques. Oui. Mais en fait, après le prix, c'est l'expérience client qui va faire que les clients vont rester loyaux à une marque ou pas. Oui. Donc, d'où cette importance d'avancer vite, d'être agile. Je vous donne un exemple. Dernièrement, on a implémenté un client, c'était en avril, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne. L'entreprise, pour tout vous dire, s'appelle Balearia. C'est une entreprise qui fait du transport. On parlait tout à l'heure de l'importance de la téléphonie. Balearia, c'est du transport de personnes et de marchandises avec des cargos. Ils ont une explosion du nombre d'appels entrants. Impossible à gérer tous ces volumes incrémentaux. Ils se sont retournés vers le chat. Donc, c'était la recommandation qu'on leur a faite. Le module chat a été implémenté en 2 jours. Et 2 semaines après, ils avaient 95% de CSAT. Donc clairement, ça rejoint un peu ce qu'on disait, ce qui était les canaux asynchrones, les canaux qui me permettent de mener plusieurs discussions. Le conseiller pouvait avoir jusqu'à 3 discussions en même temps et ça réduit aussi la pression sur le téléphonie. Donc voilà, ce time to value-là est très important. Cette agilité-là est aussi importante pour pouvoir me dire comment je fais aujourd'hui pour répondre à cette situation. J'implémente rapidement et je commence à voir les premiers résultats. On peut passer aussi à un dernier exemple, je crois, rapidement, de Vialet. Pourquoi avoir choisi un peu cet exemple? Je vais repartir de l'expérience client parce que l'expérience client, pour eux, est non seulement online, mais c'est aussi en magasin. Et ils utilisent justement cette omnicanalité-là avec l'intégration de plusieurs outils pour pouvoir répondre de la meilleure manière. Sur la slide, on voit, entre parenthèses, des chiffres qui sont 41% par exemple pour le support, 50% aussi pour la téléphonie. En fait, c'est la part, le découpage de l'utilisation des différents canaux. D'accord. Pour ceux qui sont bons en maths, ils verront qu'il manque 1%, et ce 1%-là manquant, c'est les réseaux sociaux. D'accord. Ce qui est intéressant aussi chez Devialet, c'est qu'ils ont regroupé pas mal de choses et aussi poussé la réflexion en mettant cette automatisation avec l'intelligence artificielle, avec AnswerBot, qui est notre chatbot, qui leur permet d'absorber pas mal de demandes entrantes. Et je rajouterai un point, dont on a parlé tout à l'heure, l'importance de la plateforme.
comment choisir sa plateforme, c'est aussi l'agilité. On a parlé d'agilité et d'ouverture. Mhm. Donc la plateforme, il ne faut pas qu'elle soit autant centrée par rapport à celle qui nous... Agilité ouverture, ça sonne start-up, non? Pardon? Agilité ouverture, ça sonne un peu start-up. Ça sonne start-up, mais ça sonne aussi conseil pour toute entreprise qui n'a pas encore fait ce pas-là. Pourquoi? Parce qu'il faut avancer vite. Et l'agilité et l'innovation dans l'expérience client est aussi importante. Est-ce que je garde les canaux traditionnels que j'ai toujours utilisés, sans être péjoratif en disant traditionnels, ou est-ce que je m'ouvre vers d'autres horizons? L'ouverture vers d'autres horizons, c'est comment je vais enrichir ma plateforme avec des applications tierces qui vont me permettre d'optimiser, de booster ma relation client, Oui. de, on va dire, faciliter le travail de mes agents. Depuis tout à l'heure, on parle du client, mais j'ai dit en introduction, le client, c'est aussi l'agent, donc c'est des clients internes de l'entreprise. Et en gros, moi, en tant que manager, comment je vais leur faciliter leur travail? Je vais leur faciliter leur travail pour leur apporter l'information là où qu'elle soit uniformisée et harmonisée devant eux pour mieux servir mes clients. Je voudrais... vous partager une statistique qui me paraît importante par rapport à notre discussion, qui est 45% des agents aujourd'hui sont frustrés de ne pas pouvoir répondre de la bonne manière aux clients. C'est-à-dire qu'on a presque, pour les professionnels qui nous écoutent, il y a peut-être presque une personne sur deux dans les plateaux qui est frustrée parce qu'elle ne peut pas répondre, parce qu'elle n'a pas l'information. Ah, puis le job est celui de conseiller. Il faut apporter du conseil, donc. Voilà, donc c'est quand même difficile pour un agent à qui on demande d'apporter du conseil, de pouvoir répondre. Ça apporte de la frustration. C'est de la frustration où vous imaginez, en fait, un call sur deux, on se dit bon, je vais peut-être pas pouvoir répondre au client parce que j'ai pas les informations, ou l'information il faut aller la chercher, ou le client et ça va prendre du temps. Peut-être que je vais avoir un client qui a déjà contacté 2-3 fois auparavant, à qui on l'a baladé d'un service à l'autre. Et voilà, donc il est important aujourd'hui d'avoir cette gestion omnicanale. Et quand je parlais d'innovation, c'est aussi, comme vous le savez, Geoffroy, on a un start-up programme à Station F. Donc c'est le programme SaaS B2B, CRM et expérience client. Donc on incube une dizaine de start-up aujourd'hui qui innovent dans l'expérience client. C'est toujours regarder l'avenir et voir un peu comment on peut innover. Elles sont intégrées justement dans la plateforme de Vialet, donc c'est celle qu'on voit sur la droite, Stonely, Muros, Snapcall et ShipUp. ShipUp récemment qui a levé cette semaine 6 millions d'euros en série A, pour traverser l'Atlantique, aller développer le marché américain. Donc bravo à eux. Très bien. Je vois que le temps tourne très très vite. Peut-être quelques recommandations pour finir sur les tendances en matière d'expérience client, c'est les bonnes pratiques selon vous, cher. Aujourd'hui, c'est comment générer du trafic en magasin. Une des stats récemment, c'est 50% de trafic en moins en magasin par rapport à avant le confinement. Donc depuis qu'on est déconfiné, il y a une baisse de 50%. Donc qui dit 50% en moins, dit 50%. Pas forcément 50%, mais une baisse du chiffre d'affaires en magasin. Ouais. Et la réconciliation et ce chiffre-là, c'est probablement déporté vers l'e-commerce. Donc la question aujourd'hui, c'est comment réconcilier le magasin avec l'e-commerce. On a vu de nouvelles tendances. On a parlé tout à l'heure de WhatsApp. Comment utiliser ces interactions et cette conversation-là avec le magasin, comme on peut l'avoir quand on contacte un service client. En fait, je peux contacter mon magasin préféré ou ma marque préférée au lieu d'aller faire la visite. C'est interagir avec l'agent / conseiller en magasin pour continuer cette discussion-là. Ça peut être aussi de la demande de visite en magasin ou de la demande d'information. Donc la question, est-ce que la chemise blanche en taille X, vous l'avez en stock? Quels sont vos horaires de magasin? Donc ça peut être vraiment comme, on va dire, une interaction classique par un email. On peut avoir ça aussi avec un magasin précis. De la prise de rendez-vous. Donc il y a des outils aussi qui permettent de faire ça, qui sont aussi intégrés à la plateforme Zendesk. Et cette prise de rendez-vous-là, pour pouvoir peut-être essayer. On pense par exemple aux opticiens qui ne peuvent pas forcément laissé toucher on va dire le matériel par les clients comme auparavant. Donc il y a des normes sécuritaires qui vont aussi rentrer en jeu et qui vont faciliter. La prise de rendez-vous peut faciliter. On parle beaucoup de vidéos en ce moment. Je pense que... Oui, on en a parlé beaucoup lors des journées digitales de l'expérience client. C'est effectivement le canal qui explose, j'ai l'impression. C'est un canal qui effectivement explose, et aussi pour le magasin, parce que
Typiquement, on peut aller sur un site internet, on peut voir le produit est bien présenté. Je suis moi-même marketing, donc je sais de quoi je parle. On peut avoir des photos mais en fait, on a toujours ce besoin-là d'être réassuré en voyant le produit parfois en réel, même si on a les capacités de pouvoir le rendre ou autre. Et en fait, si on ne veut pas forcément se déplacer en magasin, on peut avec de la visio, on parle beaucoup de Zoom récemment, comment je peux intégrer du Zoom pour les conseillers, pour pouvoir faire un peu une visite en immersion dans le magasin et voir le produit. Et puis ça humanise au final aussi. Hein, tout à fait, oui. La vidéo par rapport à du messaging ou du mail, on voit le conseiller, ça change tout, quoi. Ça change tout et on revient à ce qu'on disait en introduction, hein, c'est l'humain. L'humain est très important dans la relation client. C'est l'humain est aussi... certains magasins connaissent les clients, c'est-à-dire que la connaissance, elle est vraiment chez le conseiller ou chez le vendeur parce que c'est le magasin de quartier ou parce qu'il y a des marques qui ont vraiment ce côté... cette relation privilégiée avec leurs clients selon quand on parle par exemple du luxe. Et en fait, on revient dans cette humanité et cet humanisme dont vous avez parlé. Très bien, très bien. Peut-être avant de clôturer cette émission, quelques recommandations sur l'avenir de la relation client? Je pense que ce qui est important, c'est capitaliser sur l'humain pour plusieurs raisons. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui sont, on parlait du magasin, dans des services clients. L'humain, c'est aussi des clients. Et l'humain, c'est aussi des salariés ou des collaborateurs. Ouais. Donc en fait, on a beaucoup parlé d'automatisation, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé en gros de machines. Mais ces machines-là, elles ont besoin aussi d'humains, soit pour analyser les résultats, soit pour répondre. Il ne faut pas oublier que l'humain, c'est aussi le centre on va dire, c'est le premier point de contact avec vos clients. Et c'est important de capitaliser là-dessus. Parler du retail, on peut aussi voir l'émergence de nouvelles, on va dire, utilisations en tendance qu'on commence à avoir aujourd'hui. C'est comment aussi, on a parlé de la baisse du trafic en magasin, comment capitaliser sur, on va dire, mes conseillers pour peut-être aussi conseiller en e-commerce. Donc j'ai peut-être une déportation qui s'est faite vers mon site e-commerce des ventes, demande. Alors, on a vu une augmentation du nombre de tickets. Comment, on va dire, je vais aller chercher cette information-là, qui est la connaissance de mon vendeur ou du manager du magasin, pour pouvoir assister dans l'autre sens. On parle souvent du repos, à savoir research online, purchase offline. Là, on va parler peut-être de l'inverse, à savoir comment j'utilise mon réseau physique pour accompagner le digital. Mais en tout cas, merci Shams pour la qualité de vos insights sur les tendances de l'expérience client. Et puis, merci beaucoup pour votre venue sur le plateau. C'est la fin de ce grand entretien. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.